Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre avec un nouvel épisode qui va vous faire voyager. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Déborah. Déborah, vous la connaissez peut-être sous le pseudo See You Son. On la retrouve sur Instagram, Facebook et sur son blog du même nom. Et aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de sujets ensemble et notamment l'expatriation aux États-Unis. Déborah a vécu avec son mari et son fils pendant 3 ans en Californie. Donc elle va nous raconter ça. Elle va évidemment nous parler de son retour un peu précipité en Belgique au début de la crise du Covid. Au-delà de leur expatriation aux États-Unis, on va aussi parler de la façon dont Déborah découvre des pépites et des activités super kids-friendly tout proche de chez elle, donc en Belgique. Je vous laisse écouter cet épisode qui va un petit peu vous faire voyager et j'espère amener un petit peu de soleil dans votre journée. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Déborah, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très très contente de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Comme je te le disais juste avant en off, je t'ai découverte il y a quelques années grâce à ton blog. J'avais lu un article que tu avais écrit, je pense déjà sur la maternité, qui avait été publié sur le Huffington Post. Et donc voilà, Après ça, je suis allée sur ton blog, je crois que j'avais à peu près tout lu directement. Et donc, depuis ce temps-là, je continue à te suivre aussi sur les réseaux. J'aime beaucoup, je dois dire, ta façon de parler de la maternité. J'ai moi-même un fils qui a l'âge du tien. Donc, voilà, je pense qu'on vit un peu les mêmes choses au même moment. Mais aujourd'hui, on va pas parler beaucoup de maternité, encore que, puisqu'on est un podcast qui parle de voyage en famille. Donc forcément, ton petit bonhomme va faire partie, je pense, de nos échanges. On va parler de voyage et d'expatriation, d'un retour précipité, merci le Covid. Donc voilà, un peu de tout ça, de vos projets, etc. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Déborah, est-ce que tu peux te présenter, qui compose ta famille, ce que tu fais dans la vie, où tu vis? Tu me dis ce que tu veux. Salut Floriane, écoute, moi donc je m'appelle Déborah, je suis mariée à Dan, un mec formidable qui me suit dans tous mes projets et franchement parfois c'est pas facile. On a un petit garçon qui s'appelle Ezra qui a 6 ans là dans quelques jours, donc on enregistre ce podcast le 14 décembre et on enregistre, c'est le 17 décembre. Okay. Je suis journaliste depuis la moitié de ma vie déjà, depuis mes 18 ans. Et donc, je me suis expatriée à Palm Springs pendant 3 ans à peu près. Et j'ai dû effectivement rentrer à cause du Covid. Merci, le coronavirus. Et donc, on l'entend peut-être, donc on a beaucoup d'auditeurs français, mais aussi belges. Et donc, on l'entend peut-être un petit peu. Voilà, exactement. C'est vrai. Ouais, j'oublie de le dire, c'est vrai, mais c'est une caractéristique. Je suis belge. Et je dois dire que moi, j'adore cette petite façon d'allonger les syllabes, d'accentuer un peu les R. Voilà, la Belgique est un pays qui me tient à cœur pour les quelques années que j'ai vécu là-bas. Et j'adore ce petit accent. Donc voilà, amis francophones, amis français qui écoutaient ce podcast, un petit peu de belgitude ce matin. Quelle est ton histoire avec les voyages? Comment c'est arrivé cette expatriation en Californie? Depuis quand, j'ai envie de dire, est-ce que tu es aussi curieuse comme ça du monde qui t'entoure et que tu as envie de tout découvrir? Écoute, moi quand j'étais plus jeune et que je rêvais à mon job idéal, je m'imaginais dans un avion en tailleur. Ce qui est absurde, parce que je m'imaginais voyager, tu sais, la working girl en talons tailleurs, petite valisette. Ce n'est absolument jamais arrivé, je n'ai jamais mis de talons pour monter dans un avion. Je te coupe 2 secondes, c'est hyper marrant. J'avais la même projection. Mais probablement qu'à notre époque, ça devait faire rêver, tu vois, cette image-là. Et du coup, je me souviens vraiment quand j'étais petite, c'était l'image, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Voilà, moi je veux monter dans un avion en talons et tailleur. Et je voulais être journaliste, donc ça a toujours été l'unique job de mes rêves. Et je suis devenue journaliste, donc j'ai fait des études de journalisme et je suis
J'ai été engagée par un grand quotidien en Belgique très vite pendant mes études. En fait, j'étais en première candidature à l'époque, donc vraiment ma première année de haute école. Et j'ai été engagée immédiatement après un stage d'observation. Et en fait, très vite, on m'a envoyée dans un avion, donc pas en tailleur et pas en talons. J'étais plutôt en basket. Et du coup, je voyageais déjà pas mal. Tu vois, je couvrais les Energy Music Awards, je faisais plein de petits événements comme ça, jusqu'au jour où un de mes collègues qui s'occupait du cinéma, donc moi je m'occupais de la musique surtout, donc j'avais vraiment un job super dans tout ce qui était culture, magazine. Et un jour, un de mes collègues qui faisait le cinéma n'a pas pu être dispo pour un junket, c'est comme ça qu'on appelle les interviews aux États-Unis de stars internationales. Et donc il m'a annoncé que voilà, il y avait des interviews pour le film X-Men. Avec Hugh Jackman et qu'il y avait personne et que si je voulais, je me faisais mon passeport en urgence et je pouvais y aller genre le week-end d'après quoi. Donc j'avais une semaine devant moi pour préparer mes papiers et monter dans l'avion. Évidemment, j'avais 18 ans, moi j'ai dit oui mais genre un énorme oui, j'avais jamais été aux États-Unis de ma vie mais c'était mon rêve absolu. Et je me souviens être arrivée, donc déjà j'avais jamais pris un long courrier, enfin j'avais traversé l'océan, j'étais toute seule dans l'avion, je parlais anglais comme on parle anglais quand on a 18 ans quoi et qu'on n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie parce que j'ai pas des parents qui sont des grands voyageurs. Et je suis arrivée, je me souviendrai toute ma vie du moment où je suis sortie de l'aéroport. Il y avait une file de taxi. Il n'y avait pas tout ce qui était Uber et tout à l'époque. Il y avait vraiment une file de taxi sous les palmiers et l'air chaud, un peu humide de Los Angeles, enfin le bruit. Et tout de suite, je me suis dit, je suis chez moi, quoi. Enfin, c'est absurde parce que j'ai eu un coup de cœur absolu et je n'attendais que le taxi, quoi. Donc, je suis montée dans le taxi et je me souviens, on a traversé Beverly Hills parce que quand on fait des grosses interviews comme ça aux États-Unis, c'est souvent dans des très beaux quartiers. Donc, je suis vraiment arrivée directement projetée dans le quartier. Waouh, quoi. Enfin, il y avait du bling partout. J'avais l'impression d'être dans les séries que je regardais finalement quand j'étais jeune. Et donc, mon coup de cœur vraiment pour les États-Unis, c'était là. Et ensuite, j'y suis retournée régulièrement. Donc, il faut savoir que ce premier voyage, il a duré 3 jours. C'était un week-end, quoi. C'était un city trip à Los Angeles parce que tu étais prise en charge financièrement par la boîte de production sur un laps de temps très limité. Tu venais, tu regardais le film, tu faisais une interview, tu rentrais chez toi. Donc, je me souviens du décalage horaire que j'ai jamais su gérer. Finalement, c'est trop court. Donc, j'étais dans un état comateux. Mais j'en garde un souvenir de fou. J'ai rencontré plein de journalistes de tous les pays. Enfin, vraiment, le côté tout de suite, c'était lié à mon boulot, mais c'était aussi lié à l'endroit où j'étais, quoi. Et en fait, les années ont suivi, j'ai changé de média. Et il se fait qu'un jour, le deuxième média, gros média pour lequel je travaillais, c'était un site d'info. On avait un projet à l'international, donc on partait, chaque personne, chaque collègue partait 3-4 mois. À l'époque, c'était au Canada. Et moi, il a fallu, à un moment, c'était mon tour. Donc, on partait 3 mois, on travaillait, vu que c'était un site d'infos en ligne, on travaillait pendant la nuit, avec le décalage horaire. Et du coup, la personne en Belgique prenait le relais le matin. Et donc, du coup, le site tournait toute la nuit sans que ça soit trop douloureux, quoi, tu vois, pour la personne qui gérait la nuit. Et puis, ça a été mon tour. C'était mon tour. Je m'étais inscrite sur les listes pour dire, OK, moi aussi, je veux aller tester le Canada. Et en fait, je venais de me faire larguer. Et donc, je leur ai dit, ah non, mais moi, le froid, non, je peux plus. Je vais faire quoi? Je veux bien voyager, mais je vais avoir froid. C'est au mois de janvier. Je vais aller fêter mon anniversaire là-bas. Je vais être dépressive. Non. Et donc, mon chef de l'époque m'a dit, ah ben toi, qui as plein de contacts et qui fait le cinéma, puisqu'à l'époque, je restais dans cette catégorie culture magazine, il m'a dit, Los Angeles, ça te tente? Je me suis dit, bah ouais, évidemment, quoi. Et donc, le projet a été déplacé à Los Angeles pour tenter. Et je suis partie 4 mois toute seule à Los Angeles, dans un appart qui était payé par le boulot. Où j'étais pas expat, j'étais vraiment détachée, c'est comme ça qu'on appelle quand on est journaliste. Donc toujours pris en charge par mon entreprise en Belgique, mais voilà, je travaillais pendant la nuit toute seule dans un coin du monde pour lequel j'avais déjà eu un coup de cœur quand j'étais jeune. Et j'ai trop kiffé, quoi. Et du coup, à chaque fois, je revenais et à chaque fois, je disais, ouais, mais moi, je veux repartir. Et bon, à un moment, ils m'ont proposé de partir plus longtemps, mais je venais de me mettre en couple, parce que je le connaissais déjà, avec Dan. Et c'est vraiment le début de notre relation et on s'est dit tous les deux, c'était un peu tôt de tout lâcher et de partir, quoi. Donc, j'ai refusé le long terme. On l'a jamais regretté, hein. On regrette jamais les décisions qu'on prend. On les a pris au moment M et donc, du coup, voilà, c'était le moment où il fallait qu'on dise non à ce moment-là. Et puis un jour, on a eu Ezra et on s'est vite ennuyé. On se disait, oh là là, toutes ces injonctions de la maternité, les familles qui te mettent la pression, le petit rythme quotidien où tu cours sans cesse et tout. Là, on a eu tous les deux envie de reprendre l'air. Et je suis retournée au boulot en leur disant, ben voilà, maintenant je suis prête. Et ils ont dit oui. Et donc je suis repartie. Bon, les conditions avaient changé. Là, cette fois, c'est moi qui payais mon appart. C'était plus, vu que ça venait de moi, on a trouvé un arrangement pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc, on est parti. On s'est installé à Palm Springs
le 4 juillet 2017. Ok. Et donc Ezra avait quel âge? Ezra avait 18 mois. 18 mois. Tout Ouais. petit bonhomme Tout qui est petit. parti à l'aventure. Mais donc Parlait du coup... à peine, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc il a été baigné dans l'anglais directement alors Ouais. ou ouais. Eh ben, donc en fait, quand on est parti, évidemment, avec un enfant si jeune, tout le monde te dit, mais pourquoi? Mais comment vous allez faire? Vous allez jamais vous en sortir, et puis c'est loin, et s'il se passe quelque chose. Et... Mm. Donc on est parti avec le sac de stress que tout le monde nous avait mis, et en fait, une fois qu'on est monté dans l'avion, on s'est dit, mais on s'en fout, en fait, on était tellement contents. Et en fait, à cet âge-là, les gamins, à part, ils ont juste besoin de leurs parents, quoi. Exactement. Donc il était trop, enfin, c'est pas qu'il était trop content, il a grandi sous le soleil, cet enfant. Et donc du coup, il était hyper souriant, hyper détendu parce que le soleil, il y a rien à faire, ça te change. Enfin moi, ça me change vraiment ma journée, quoi. Quand je me réveille, qu'il y a du soleil, je suis pas la même personne que quand il pleut. Et en fait, Ezra, il a poussé sous le soleil, on l'a vu se développer là-bas. Et effectivement, il a été vite baigné dans l'anglais, mais on l'a pas mis tout de suite à l'école. Donc pendant un an, mon mari, qui avait quitté son boulot du coup en Belgique pour venir avec nous en Californie, il s'en occupait pendant un an, à temps plein. Ok. Et c'est un vrai choix de famille, quoi. Ouais. Parce qu'Ezra est fils unique et qu'on a l'intention qu'il le reste, a priori. Et donc, on s'était dit, on en fait un, mais on s'en occupe à fond. Et donc, Dan a pris son rôle de papa à fond et il s'en occupait pendant un an. Ok, bon, ouais, c'est super et en même temps d'avoir le temps et de choisir tout ça, de choisir cette liberté quelque part, malgré le gros sac de stress. Tu sais, nous, on est partis en voyage juste pendant 2 mois. Notre petit avait 2 ans et demi et on nous a demandé, mais vous partez avec les enfants? Bah oui, évidemment. Qu'on part Ouais, avec les enfants. on On dirait a le vraiment. sac de stress tout le temps, peu importe le voyage, peu importe où c'est, tout le temps, hein, l'entourage est là Alors, pour... franchement, que tu sois ici, enfin chez toi ou là-bas, je veux dire, tu restes la même famille, ça t'apprend juste des trucs, tu vois des autres paysages, ça te nourrit d'un tas de trucs, t'as d'autres conversations et tout, mais ton enfant, il est trop content en fait, hein. Ouais. Et puis, ça vous a permis, du coup, j'imagine, c'est ça qui a permis aussi un déclic peut-être pour ton mari de se dire, OK, je quitte mon boulot, Ouais, je m'occupe d'Ezra. Enfin, vous avez pu faire ce choix si vous étiez resté en ouais, c'est Belgique. ça. En fait, quand Ezra est né, on avait tous les deux, on l'a jamais mis en full time à la crèche. On avait chacun notre journée. Donc Dan s'en occupait le lundi, je crois, moi le mardi, et puis Ezra allait à la crèche du mercredi au vendredi. Et en fait, Dan arrivait, il est musicien et il travaillait dans une galerie d'art, il a fait histoire de l'art, et il arrivait au bout de ce qu'il avait pu faire dans cette boîte, ça faisait 7 ans qu'il était là, et il m'avait dit, bah en fait voilà, si c'est maintenant, je suis prêt à repartir, quoi. Et donc lui, il a kiffé cette année-là, mais on s'était dit, on part un an et on verra après, parce que lui m'avait dit, je sais pas si sur vraiment 4 ans, j'aurais envie de m'en occuper à temps plein. Et Oui, bien donc la sûr. règle, c'était, ok, on part un an et au bout de l'année, on fait le bilan. Est-ce que nous, ça nous convient? Est-ce qu'on y trouve notre compte? Est-ce que le boulot, il trouve son compte? Enfin voilà, on était vraiment parti pour un an, pas du tout dans l'idée d'une expatriation à long terme. Et effectivement, à la fin de l'année, on a mis Ezra en preschool en Californie. Et donc à la petite école. Et Dan m'a dit, voilà, moi j'ai envie de récupérer un peu du temps pour moi, pour faire des projets, par le plus grand des hasards, ben, mon entreprise de médias donc cherchait des gens pour développer tout un truc vidéo. Tu vois, vraiment toute une rubrique vidéo sur le site. Et ben, Dan avait du temps et il avait le même visa que moi. Ils lui ont dit, bah, est-ce que tu veux bosser pour nous à distance et faire du montage vidéo? Parce qu'il en faisait déjà pour mon blog, justement, pour mes petits Ouais. réseaux et tout ça. Il faut savoir que c'est Dan qui est derrière quasi toutes les photos, toutes les vidéos. Moi, j'en touche pas une. C'est pas vrai. Et donc, du coup, ouais, à part les selfies, quoi. Tu vois, les selfies, c'est moi, le reste, c'est pas moi. Moi, je lui dis, ouais, j'aimerais bien ça. Et puis, lui, il se débrouille. Et donc, du coup, en fait, il a fait du montage vidéo pour ma boîte. Pas tout de suite à temps plein, mais voilà, plic-ploc comme ça. Et donc, il continue à s'occuper d'Ezra, moi aussi. Mais ça se rééquilibrait, quoi. Dan a pu, Ouais. du coup, bosser aussi là-bas. Et ça lui a fait du bien, du coup, de reprendre une. Et là, on a vraiment commencé à créer une vie de famille. Une vraie vie de famille, pas juste un grand voyage, tu vois. Ouais, c'est ça. Quelque chose que vous projetiez à un peu plus Ouais, long terme, quoi. Et ça. qu'est-ce qui vous a, du coup, décidé à rester là-bas? Parce que, donc, après la première année, qu'est-ce qui vous plaisait tellement? C'était quoi, là, le petit truc en plus, enfin, ou peut-être au pluriel, tu peux mettre les petits trucs en plus qui faisaient que vous aviez envie de rester là-bas plus longtemps?
Déjà, je te dis la météo, ça, on en est vraiment venu. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est rentré en Belgique et on en est vraiment venu à la conclusion que la météo pour nous, enfin, il nous fallait du soleil. Donc, clairement, on vivait dans le désert à Palm Springs. Je crois qu'on a eu 4 jours de pluie. Et quand il y avait de la pluie, j'étais en dépression parce que j'avais peur que ça s'arrête jamais, tu vois. Alors, 4 jours. Non, il fait tout le temps beau. Le 31 décembre, on était en maillot dans la piscine, quoi. Donc, oui, clairement la météo. Mais le côté très américain, évidemment, du tout est possible. You can do it. Et en fait, quand tu y vis longtemps, tu te rends compte que c'est pas juste un truc qu'on dit pour faire joli. Ils sont vraiment très encourageants. Ils croient énormément en toi et ils t'encouragent à croire en toi. Et en fait, moi, ça m'a fait un bien fou à un moment où voilà, je commence à vieillir, à me poser des questions sur où vais-je, qu'est-ce que j'ai encore envie de réaliser dans ma vie, tu vois, tout ça, par rapport au boulot aussi. Et en fait, en Belgique, j'avais l'impression d'être périmée sur le marché du travail, de plus vraiment avoir quelque chose à apporter, parce qu'en fait, on te fait savoir que tu as autant d'années de carrière dans le même média et que c'est très bien et contente-toi-en, quoi. Contente-en toi, contente-toi-en, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, là, tu peux te réinventer tout le temps. C'est tout à fait permis. Ce côté multipotentiel et tout, il est hyper autorisé là-bas, donc ça fait un bien fou. Et j'ai bien aimé aussi bon, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, mais je me rendais compte, tu vois, par exemple sur la nourriture, ils mangent extrêmement mal et les enfants sont extrêmement, enfin, ils bouffent que des crasses, quoi. Vraiment que des pizzas, des frites, des burgers, c'est atroce. Mais il y a un côté qui vient de ça, enfin de ce que je viens de te dire, très encourageant. Tu vois, dans les aires de jeu, quand Ezra était sur un toboggan ou quoi, moi j'avais toujours tendance à dire ah fais attention. Tu vois, c'est très européen et en fait les autres mamans américaines disaient ouais vas-y tu peux le faire. Je me disais allez c'est vraiment un truc mental. Donc nous ça nous a fait un bien fou et en fait j'ai adoré le décalage horaire. Je sais que pour beaucoup d'expats c'est plombant mais moi j'ai adoré n'avoir que le positif dans tes échanges avec les gens. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin. Alors oui, t'es pas dans le même mood, ça c'est parfois compliqué à gérer. Il y en a un qui sort de soirée et toi tu viens de te lever. Mais quand tu prends des nouvelles, t'en prends vraiment. Et du coup, t'as plus les petits stress du quotidien. Tu te plains moins en fait quand tu parles aux gens de ta vie parce que t'as hyper envie de savoir comment ils vont. Et ouais, franchement, il y a un tas de trucs que j'ai aimé et je me suis sentie. En fait, j'ai envie de dire que j'étais différente. Je sais pas si j'étais différente, mais en tout cas, j'étais beaucoup plus zen, quoi. Beaucoup plus zen. Et là, mon mec m'a dit, là, tout récemment, enfin, depuis que je ne travaille plus pour le média pour lequel je travaillais, il m'a dit, t'es redevenue la Déborah de Californie. Et ça, pour te dire, quoi. En Belgique. Ouais, en Sous Belgique. la pluie, je veux dire, au mois de décembre. Pour te dire comme je suis heureuse, quoi. Ouais. Non mais ouais, j'étais moi-même, mais j'étais hyper en accord avec ce que je suis en fait au fond. Et en Belgique, j'ai plus de mal. Enfin, tu vois, c'est facile d'être rattrapé par ce que les gens te disent, par la société, par le rythme, par ton éducation, alors que là-bas, tu peux te détacher de tout, personne te connaît, donc tu peux repartir à zéro en fait. Ouais, donc, je comprends. Ça m'a libérée. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, au niveau donc de l'adaptation d'Ezra en expatriation, etc. Donc, tu nous as dit, il est arrivé là-bas, il avait 18 mois. Donc, en gros, au bout de quelques semaines, probablement qu'il avait l'impression que c'était juste toute sa vie, puisqu'à cet âge-là, les notions de temps sont tellement... allez, ils se rendent pas compte, en fait, du temps qui passe, etc. Tu nous as dit aussi qu'à cet âge-là, de toute façon, tout ce qui leur importe, c'est d'être avec leurs parents, ce que je partage à 1000%. Si les parents sont bien, un bébé va bien en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on élève un enfant aux États-Unis? Quelles sont les différences, les trucs qui t'ont marqué? Je dirais que sur la langue, moi j'avais des petites angoisses, tu vois, parce qu'on parle français à la maison, et c'est conseillé d'ailleurs, hein, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, c'est conseillé de garder ta langue maternelle à la maison et alors la langue de l'expatriation ailleurs. Et donc nous, on avait fixé comme règle interne familiale quand on sort de la maison, on parle en anglais. On voulait pas exclure les Américains, on voulait pas avoir ce petit entre-soi, tu vois, et que les gens se disent mais de quoi ils causent, est-ce qu'ils parlent de moi? Enfin, je trouve ça assez désagréable. Donc du coup, on se disait on vit ailleurs. On parle dans leur langue, donc on parlait anglais entre nous, mais c'est pas du tout nous qui avons appris l'anglais à Ezra, tu vois. Oui, il disait bye bye et hello en arrivant quelque part, mais ça s'arrêtait là. Et donc la première fois que j'ai déposé à la preschool, j'étais en panique, quoi. Je me disais mon Dieu, il va pas comprendre, tu vois. Et donc j'avais dit Il avait quel âge là, la preschool du coup? Il avait 2 ans et demi.
Okay. Et je me disais, il va rien capter, il va pas savoir demander quand il doit aller faire pipi. Tu vois, c'est con, mais je m'angoissais. Je me dis, il va se faire pipi sur lui, qu'est-ce qu'il va boire? Enfin, tu vois, s'il a soif, il va pas demander alors qu'il fait chaud. Et en fait, je me suis complètement, évidemment, inquiétée pour rien. C'est de nouveau ce qu'on te dit. C'est comme ça que tu grandis. Il faut avoir, enfin, tu vois, cette peur comme ça, inhérente finalement à tout ce que je suis. Je sais pas d'où elle est venue, mais elle était là, quoi. Et en fait, j'ai tout de suite vu que non, Ezra, ça n'a jamais été un problème. Il n'a jamais pleuré seul au milieu de la cour parce que personne jouait avec lui. Tu sais, c'est des enfants, donc ils s'en foutent en fait de la langue qu'ils parlent. Ils se connectent tout de suite, ils s'échangent 2 petites voitures et hop, c'est parti. Ils sont copains pour la vie, quoi. Et donc en fait, Ezra s'est adapté. Enfin, c'est même pas qu'il s'est adapté. C'est comme tu dis, il avait aucun souvenir de sa vie d'avant. Donc lui, c'était sa vie. Il n'y a pas eu d'adaptation. Ça a été sa vie, tu vois. Finalement, l'adaptation, elle a eu lieu. Là, quand on est rentré à cause du Covid et qu'il avait 4 ans, quoi, 4 ans et demi. C'est à ce moment-là qu'il a dû s'adapter dans l'autre sens parce que c'est pas du tout la même vie. Donc non, j'en garde un souvenir. Tu vois, on allait le chercher en vélo. On n'avait pas de voiture. Nous, on fait pas partie des expats parce qu'on a toujours cette idée que les expats sont riches. On fait partie des expats avec petit budget. Vu qu'on n'était pas expat, j'étais détachée, pas expat. Oui, c'est ça. Oui, ta société prenait pas en charge. Voilà, donc je payais tout moi-même. J'avais un salaire belge aux États-Unis et on avait un seul salaire parce que Dan ne travaillait plus. Donc, on s'est serré la ceinture, on n'a pas eu de bagnole pendant 1 an et demi. Et on allait chercher Ezra en vélo sous les palmiers. Et j'ai jamais eu aussi peu d'argent que cette année-là et j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, quoi. Et donc, je me souviens de ces trajets au soleil. Et tu sais, je le regardais et il avait le petit rayon de soleil dans le visage et tout. Enfin, je pourrais même pas te dire qu'il y a eu une adaptation, il y a juste eu la vie et cette vie à ce moment-là nous correspondait tellement qu'on était tous les 3 hyper contents, quoi. Ouais. Tout le temps. Merveilleux. J'ai trop envie d'y aller, c'est-à-dire que je regarde par ma fenêtre. Actuellement, il fait tout gris, les arbres n'ont plus de feuilles, c'est vraiment tristoun, mais bon, je vois un peu les petits palmiers, le rayon de soleil là, dans ce que tu racontes. Et du coup, la preschool, comment ça marche? Comment ça marche d'ailleurs? Je connais pas du tout le système scolaire aux États-Unis. Donc, il a commencé à aller dans un accueil à 2 ans et demi, tu disais? Ouais. En fait, avant 5 ans, il n'y a rien. Enfin, tout est privé. Donc, il rentre à l'école à 5 ans. Et alors là, ça devient public. Et donc, avant 5 ans, c'est à toi de te trouver tes solutions. Donc, il y a soit des nounous. Il y a énormément de... Tu vois, je faisais plein de trucs avec lui quand même. Et même s'il allait à l'école. Et en fait, il n'y a que des nounous partout, quoi. C'est normal d'avoir une nounou chez toi. Enfin, qui s'occupe de tes enfants. Nous, on n'a pas pris cette option-là. On a pris donc l'option preschool pour qu'il ait quand même une sorte de cadre. Tu vois, vu qu'on est européen, on se disait... faut quand même qu'il ait une école, quoi. Sinon, voilà. On reste quand même, tu vois, dans tes plis d'éducation, dans tout ce qu'on t'a appris. Donc, on l'a mis à l'école. Et en fait, ça commence à 2 ans et demi jusqu'à 5 ans. Et il le prépare, en gros. C'est un peu l'équivalent de nos maternelles en Belgique. Et en fait, comment ça marche? Ça marche que c'est absolument super parce que figure-toi que c'est les horaires de crèche. C'est-à-dire que l'école, je pouvais le déposer à partir de 7h du matin et je pouvais le rechercher jusqu'à 18h30. Ok. En Belgique, là, en maternelle, tu le déposes à 8h45 le matin, tu vas le chercher à 3h, genre, si tout va bien, quoi. C'est ça, ouais, nous, c'est ce qu'on a connu. Donc, ça nous laissait des latitudes, tu vois, hyper cool. Et on l'avait mis de nouveau 3 jours semaine. Toujours oui, tu peux choisir aussi. Ouais, on pouvait choisir le nombre de jours. Et du coup, tu payes en fonction, évidemment, de moins tu le mets, plus ton jour est cher. Enfin, voilà. Donc, on avait mis 3 jours semaine. Et comme ça, chacun s'en occupait de nouveau une journée. On restait sur cette idée de chacun sa journée avec Ezra. Et comment c'était? J'avais l'impression qu'il faisait pas grand-chose, honnêtement, dans l'école où il était. Et ça me surprenait. Je trouvais qu'il jouait beaucoup. Et en fait, après coup, maintenant que je suis rentrée en Belgique et qu'il est rentré en première primaire, où là, c'est genre au fouet pour que, tu vois, ça rentre, quoi. Faut bosser, faut faire des devoirs et tout. Je me disais, mais quelle vie cool il a eu. C'est trop bien de se dire qu'il en a trop profité, quoi. Donc, il jouait tout le temps dehors. Parce qu'il faisait tout le temps beau. Et donc, tu vois, la cour de récréation, c'était pas du béton, en fait, c'était du sable. Donc lui, c'était pas un petit bac à sable, c'était toute sa cour, c'était du sable. Donc c'était génial, quoi. Donc non, c'était vraiment cool et c'était finalement entre la crèche et la petite école maternelle que tu connais. Il n'y a pas eu énormément d'apprentissage, mais nous, le seul apprentissage qu'on souhaitait finalement, c'était l'anglais. Oui. Il était bercé de toute façon d'anglais par les encadrants et par les copains. Et nous, ça nous suffisait en termes d'apprentissage. Enfin, il apprend de toute façon. Un enfant apprend un peu de lui-même quand même. Mais non, nous, on voulait juste qu'il parle anglais. Et donc, il était en contact permanent. Les péricultrices, tu vois, lapsus. Les profs étaient adorables. Donc non, c'était super. On avait
une des instits qui était espagnole, enfin, elle était mexicaine, elle parlait espagnol. Et alors, elle lui mettait des petites, au début, pour son adaptation, justement, que ça soit plus facile. À l'heure de la crèche, à l'heure de la sieste, elle lui mettait des petites musiques sur son téléphone en français, tu vois. Ah ouais, trop mignon. Ouais, je trouvais ça trop mignon, quoi. Elle dit oui, comme ça, il est pas trop perturbé. Donc, non, tout le monde y mettait du sien et c'était, franchement, ça s'est hyper bien passé. Ah ouais. Mais tu sais, ça ressemble un peu, je pense, à quand même en Europe du Nord, en Allemagne, c'est pareil. L'école, comme on la connaît en France et en Belgique, l'école maternelle n'existe pas vraiment. C'est un peu une transition entre crèche et école, Un truc hybride, mais quoi, ouais. c'est un truc hybride où les enfants jouent beaucoup. Je dois dire que même en école maternelle, en France et en Belgique, les enfants jouent beaucoup, font beaucoup de dessins. Ouais. Bon, ils sont peut-être moins dehors qu'à Palm Springs, mais bon, ils jouent dans la neige à Palm Springs, ils jouent pas dans la neige. Voilà. Mais non, mais voilà, la maternelle, par contre, enfin nous là, en grande section en France quand même, ils commencent déjà à apprendre un peu à écrire, à reconnaître des lettres et à savoir les lire, à quelques petits sons comme ça. Donc là, c'est vraiment une préparation au CP ou à la première primaire. Ouais. Donc c'est vrai que bon, j'imagine que là-bas c'est pas tant comme ça, mais non, c'était plus cool, franchement. Mais après, je te dis ça parce que moi, je vivais dans un coin qui est hyper chill, tu vois. Palm Springs, c'est pas la grosse ville, on n'est jamais pressé là-bas. Enfin, de toute façon, on est bien cool. Et donc, du coup, est-ce que si je l'avais mis dans une preschool en plein cœur de Los Angeles, tu vois, où les gens sont des expats, où il y a un besoin, tu vois, de résultats. Peut-être que c'est l'école, en fait, qui faisait que c'était comme ça aussi. Ça, je sais pas, j'ai pas de point de comparaison, mais j'ai trouvé qu'il se la coulait douce grave. Et parfois, je rentrais le soir et je disais à mon mec, mais on paye, en fait, pour une garderie. Tu vois, ils font rien, quoi. Et mon mec me répétait, ouais, en même temps, tu sais, il a 2 ans et demi, voilà, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire, à 2 ans et demi, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il allait pas te faire une multiplication, quoi. Je me rends compte que c'est parce que moi, j'ai été éduquée dans cette idée de réussite, d'être efficace, de pas perdre son temps. Et en fait, je me suis rendu compte justement en voyageant et avec cette expérience que perdre son temps, c'était un concept un peu bizarre. Ne rien faire, ce n'est pas forcément perdre son temps, en fait. Ouais. C'est juste profiter de la vie, tu vois. C'est ça. Tout à fait. En effet, mais c'est vraiment un angle de vue de la vie, une philosophie de vie qui est tellement différente. Et c'est vrai que nous, en Europe, je dirais principalement Europe de l'Ouest, voilà, nos petits pays, on est vraiment comme ça. Dès que tu vas un peu au sud de l'Europe, c'est déjà aussi un petit peu différent. Bah ouais, mais c'est la météo. Moi, je m'enlèvera pas l'idée que c'est lié au soleil, quoi. Nous, on est crispés, on est un peu tendus, mais il fait tout le temps mauvais, il fait gris, t'as pas d'horizon, tu vois, ton horizon est bouché visuellement. Moi, ça m'a choqué là pendant notre retour. C'est que, bon, on était en pandémie aussi, mais je regardais par la fenêtre et il faisait tout gris. Et j'avais juste l'immeuble d'en face et je me disais, putain, j'ai l'impression que c'est un parallèle avec ma vie, tu vois. J'ai pas d'horizon, j'ai pas de. Alors que là-bas, je vivais dans le désert, je sais pas si t'imagines. Enfin, tu regardais, t'avais justement l'horizon, il n'en finit jamais, tu vois. Ouais. Et il n'y a rien à faire mentalement. Ouais, je pense que c'est vraiment les paysages, le soleil qui rend les gens peut-être un peu plus ouverts d'esprit aussi, plus détendus, plus. Mais je me souviens, quand on habitait en Belgique, dès qu'il y avait un jour un peu de soleil, tu vois, quand tu t'es déjà tapé l'automne, que l'hiver a un peu commencé, genre t'étais février, si t'as une belle journée, direct, les gens étaient plus détendus, plus souriants, plus... Et puis on est tous à poil aussi. Dès qu'il fait un rayon de soleil, hop là, c'est bon, et on est tous malades une semaine après, systématiquement. Tellement t'en peux plus, quoi. T'as besoin de sentir le soleil sur ta peau. Oui, c'est un peu... Enfin, voilà, moi, je te le dis, c'est un truc le soleil et moi, voilà. Ouais, mais tu sais, je suis hyper réceptive parce que quand on est rentré en France, donc on habite en Loire-Atlantique, donc au sud de la Bretagne, on habite Sud-Loire, c'est une petite précision qui a son importance. Et en fait, j'ai vachement apprécié la luminosité. Alors, les gens, moi, ici, disent tout le temps, oh là là, la Belgique, il pleut souvent. Alors, il pleut pas plus qu'ailleurs en France. En Belgique, par contre, c'est vrai que le ciel est bas. Et ça manque de lumière. Quoi. Vraiment, la chanson de Brel, là... un ciel si bas, tu vois, qui te donne envie de te pendre, c'est vraiment ça, tu vois. Mais et je ne dis pas, je ne déteste pas mon pays, hein, je suis née ici et j'ai vécu et je vis encore plein de beaux moments, mais non, ce ciel gris, moi je vis là dans une maison pendant que je suis en train de te parler, on n'a pas arrêté de déménager ces dernières années, et là on est depuis 3 mois dans une maison où en fait on est tombé amoureux de la baie vitrée, quoi. On arrive, on a dit ok, même quand il fait moche dehors, mais il y a quand même de la lumière, tu vois. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai que La c'est lumière, hyper important. Et je pense que quand on a vécu un peu en Belgique, on est hyper sensible après partout où on va à la luminosité. Donc là, on est au mois de décembre. J'espère que tous les auditeurs entendent les palmiers et le soleil, cette douce lumière là, la douce chaleur qui vient sur votre peau. Profitez-en, c'est un petit cadeau de Noël de parents voyageurs et de Déborah, parce que c'est vrai que bon, ça joue vachement sur le moral, quoi. Du coup, alors, avant de continuer, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu aux États-Unis. Donc, vous êtes rentré, enfin oui, aux États-Unis et on rentre un peu en catastrophe. Donc, vous êtes rentré en Belgique depuis 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu là qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu une petite histoire de pandémie mondiale. Alors, je vais essayer de te la faire brève et de te la faire efficace parce que j'ai parfois du mal à expliquer vraiment. Il y a certaines personnes qui comprennent pas pourquoi on est rentré. Bon, donc en quelques mots, donc effectivement, la pandémie a commencé. Donc moi, j'étais journaliste pour un site d'info, un site d'actu, quoi. Et donc je travaillais la nuit. Donc nous, on était en boucle, mon mari et moi, sur ces infos pandémiques. Donc l'Italie, tu vois, moi j'ai encore toutes les images en tête. Tu vois, ces hôpitaux surchargés, ça a commencé par là. Et en fait, aux États-Unis, on n'en parlait pas du tout. Enfin, on commençait vaguement à savoir qu'il y avait un truc qui se passait en Europe. Et je me souviens, j'en discutais autour de moi. Je me disais, ah tiens, t'as vu en Italie et tout? Ouais, c'est quand même bizarre. Ouais, mais. Et alors, ils nous snobaient un peu, genre, ouais, mais c'est l'Europe, quoi. Genre, vous savez pas vous gérer, mais ça n'arrivera jamais chez nous. Il y avait vraiment une prétention de genre, on est invincible, quoi. Et le 14 février, je m'en souviens parce que c'était Saint-Valentin à la petite école et qu'Ezra est parti avec des petits cœurs et machin. Il était pas bien, tu vois. On l'a mis à l'école, mais il avait vraiment une sale tête. Et l'école nous a rappelé, c'est la seule fois où c'est arrivé, pour nous dire venez le rechercher, ça va pas du tout. Et quand je suis arrivée, il était tout gris. Il avait vraiment une sale tête. Alors qu'Ezra est un enfant qui ne tombe jamais malade, c'est hyper rare. Il avait de la fièvre a duré des jours, ça tombait pas. Donc moi j'étais affolée, je me disais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc on avait cette idée, enfin tu vois, on savait qu'il y avait un truc qui se passait, mais on se disait mais ouais, c'est pas encore aux États-Unis, tu vois, c'est pas aussi rapide. J'ai été chez le médecin pour la seule fois aux États-Unis. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit tiens, vous pensez que ça peut être cette maladie là dont on parle? Il m'a dit mais non, pas du tout, enfin, c'est dingue. Et je me souviens, il y avait une pile de masques, tu vois, de masques chirurgicaux. À l'époque, c'était pas du tout obligatoire, mais il y en avait. Ouais. Et j'en ai pas pris. Et je m'en suis voulu après, parce qu'après, ça a été rupture de stock, c'était le bordel. Enfin bref, donc je pars. Au final, voilà, Ezra s'est passé, il s'en est remis. On n'a jamais su si c'était ça. Maintenant, je pense vraiment que c'était ça, mais bon, on n'a jamais su si c'était ça. Puis on arrive au mois de mars. Et en fait, là, tout s'emballe en Belgique, en France et en Belgique. Ouais. Et on reçoit un mail de ma boîte un dimanche qui nous annonce un chômage technique, chômage économique dans notre entreprise à partir du lundi. Et on ne sait pas quel service allait être touché. Donc moi, je suis à l'autre bout du monde. Il faut savoir que quand tu es à l'autre bout du monde, le chômage, ils sont pas hyper enclins à te payer, sachant que tu n'es pas sur le territoire où tu es censé être. Donc je me disais, mon Dieu, administrativement, si en fait je suis au chômage économique, je risque de plus avoir d'argent. Parce que le temps que ça se mette en place, que tu fasses les démarches avec la Belgique, machin, ça va être compliqué. Et en fait, c'était la semaine aussi où Trump venait d'annoncer que les avions allaient être cloués au sol et qu'il y allait avoir une fermeture des frontières. Et donc, tous ces éléments ensemble, je me suis dit, OK, ça commence à partir en sucette. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vu que j'ai quand même des contacts et que je suis journaliste, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, le porte-parole directement. Il était 4 heures du mat, il m'a rappelé. Il était en train de coucher son bébé et il a vu mon SMS, tu vois. Et donc, il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, vu votre situation, votre contrat, pas bancal, mais j'avais un contrat, je te dis, qui n'était pas expatrié, donc j'avais pas les mêmes droits que les Américains, mais j'étais plus en Belgique non plus pour profiter des droits belges, tu vois. J'étais vraiment le cul entre deux chaises, comme on dit. Ouais. Et donc, il m'a dit, cassez-vous, quoi. Tu prends tes affaires et tu rentres en Belgique et tu attends pour voir. Enfin, on ne sait pas du tout vers quoi on va et ça va peut-être rester fermé des années, quoi. Donc, le gars, tu vois, il te dit ça, tu dis, mais enfin, c'est impossible. Ouais, il exagère un peu. Ouais, tu te dis, mais ouais, ça va être fermé 2 semaines, quoi. Et puis, j'appelle ma boîte. Alors, pour ne pas trop rentrer dans les détails, c'était déjà un peu tendu entre ma responsable et moi. On ne s'entendait pas extrêmement bien. Et donc, elle m'a dit simplement, bon, bah, écoute, je ne sais pas, tu vois, elle avait pas de solution pour moi, elle ne savait pas m'aider, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, c'est trop risqué, il y a trop d'inconnus, là, on va rentrer un peu, on va se mettre à l'abri, ce qui est un peu débile maintenant quand j'y pense, que finalement, on n'avait plus rien en Belgique, donc à l'abri d'où? Enfin, on ne savait pas où aller, tu vois, donc on a déménagé en 4 jours, on a mis toutes nos affaires dans un storage là-bas, elles y sont toujours. Ça fait 1 an et demi qu'on paye un storage avec des affaires qui ne valent pas le prix de l'année et demie de storage. Mais bon. Et donc, on est rentré.
en pensant rentrer 2 mois, quoi. Tu vois, le temps de se poser, on était fin mars, on est arrivé le début avril, on se dit, ben voilà, en juillet, on est revenu à la maison, quoi. Ouais. Donc, j'ai rendu les clés de l'appart, heureusement. On a hésité, et en fait, on a rendu notre appart parce que, vu l'année d'après, Ezra devait rentrer dans le système public américain, et en fait, le système public fait que ton école doit être, tu n'as pas le choix de l'école. C'est en fonction de l'endroit où tu habites. Ouais. Et les écoles qui étaient dans notre coin direct nous plaisaient pas trop, donc on allait de toute façon déménager. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, on profite de l'élan, on rend l'appart, et quand on rentre, on en prend un nouveau. Heureusement, hein, parce que sinon on serait encore en train de le payer, je crois. Ouais. Et donc on est arrivé en Belgique, on a pris l'avion dans l'aéroport, on était 20, je crois, dedans, au moment où c'était atroce. Enfin, il y avait un truc de fin du monde, tu vois, tu avais des Asiatiques qui étaient en combi blanche. Enfin, c'était assez affolant. Ezra a mis un petit masque sur son visage tout le trajet de Los Angeles à Paris. Et on a atterri à Paris. Personne ne pouvait venir nous chercher en voiture parce que les frontières étaient fermées. C'était vraiment le moment où tu circulais plus, quoi. Il n'y avait pas de Thalys. Tous les Thalys étaient à l'arrêt. Donc, on a loué la dernière voiture de location qui restait, qui nous a coûté 700 € pour faire Paris-Bruxelles. Ouais, on était ravis, je te jure. Mais bon, à un moment, en fait, t'étais en mode survie, quoi. Genre, Ouais. OK, faut qu'on rentre chez nous. Et donc, comme je te dis, on n'avait même plus de chez nous. Ouais, c'est Et ça, donc, vous on a êtes allés où? j'ai lancé un petit appel sur Facebook et ça, c'est cool parce qu'on avait une solidarité de dingue, tu vois. Tout le monde m'a proposé des solutions. Et les parents d'un de mes amis d'enfance étaient en France à ce moment-là. Ils vivent à moitié en France, ils sont à la retraite. Et ils nous ont dit, bah, la maison est libre. Et donc, je me suis retrouvée dans une maison dans l'endroit où j'ai grandi et que j'ai quitté à 18 ans. Enfin, c'était surréaliste. J'ai l'impression de faire un bond dans le passé. J'avais pas des masses le moral en plus. Enfin, c'était un peu dur. Et donc, on est rentré et au final, en fait, on n'est pas reparti encore. Ouais. Et ça, j'aurais jamais cru parce que ça fait 1 an et demi. Donc, on a cru qu'on retournerait en juillet, puis on a cru qu'on retournerait en septembre, et puis on a cru qu'on retournerait pour les fêtes. Et puis, en fait, on a inscrit Ezra à l'école parce que, voilà. Et en fait, on voyait que les écoles aux États-Unis ne rouvraient pas. Donc, elles sont quand même restées fermées plus d'1 an. Il y a une année scolaire qui est passée à la trappe et nous, on se disait, bon, tant qu'on est en Belgique, au moins, Ezra va à l'école, quoi. Il a eu de la chance. On l'a inscrit dans une école privée qui nous a coûté un pont, mais on voulait absolument qu'il reste en anglais. Ouais. C'était vraiment la condition sine qua non. Et de toute façon, on n'était plus domicilié. Donc, on ne pouvait pas s'inscrire dans une école à Bruxelles où on n'avait pas de... Tu ne peux pas prétendre, en fait, à une école ici si tu n'as pas d'adresse ici, quoi. Et vu qu'on était en stand-by, c'était un peu surréaliste. Mais bon, voilà, on a trouvé toutes nos solutions. Donc, il a eu une année scolaire super dans une chouette école privée où il est resté en anglais, full anglais. Donc, son anglais n'a pas bougé, il s'est même amélioré. Et au final, on pensait repartir. Et puis, en fait, ma société a plus voulu que je reparte. Ils m'ont dit que vu la situation, c'était compliqué, qu'il valait mieux que je reste en Belgique. Et en fait, ça s'est arrêté. Nous ne travaillons plus ensemble depuis 2 mois. Et voilà, parce que dans l'idée, nous, on peut toujours repartir. Et donc, on a profité de la pandémie pour demander notre green card. Et donc, la carte verte qui nous permettrait de vivre aux États-Unis ad vitam aeternam, si on le souhaite. Et donc, on est en attente de la réponse. On a envoyé le dossier en février. Et là, on attend. En février, donc ça fait 8 mois. Voilà, et ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Ok, très bien. On va être pressé. Mais jusqu'à 2 ans. Donc, elle peut tomber maintenant, la réponse, comme elle peut tomber dans 1 an, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, dans votre idée, il s'est retourné aux États-Unis ou Non. Alors, c'était l'idée. Et puis, en fait, vu comment ça évolue, la pandémie, tout ça, tu vois, maintenant, les enfants, quelqu'un m'a dit, elle vivait à San Francisco, j'ai pas vérifié. En fait, je ne me pose plus de questions tant que je n'ai pas cette réponse. Je me suis dit, on se demandera, est-ce que c'est les États-Unis le jour où on a la réponse de la green card, quoi. Ok. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Tout arrête pas de changer, tu vois. Qui aurait cru que maintenant, ils allaient obliger à la vaccination des 5 ans et plus, quoi. Parce que c'est ça. Maintenant, il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école s'ils sont pas vaccinés. Aux États-Unis ? Ouais, à partir de la rentrée prochaine aux États-Unis. C'est ce une de mes copines Instagram m'a dit. Elle est dans le centre de Los Angeles. Il n'y a pas vraiment de centre, mais elle est à Los Angeles. Ouais. Et donc, elle me disait ça, à la rentrée prochaine, si ton enfant n'est pas vacciné, c'est niette, quoi. Il ne peut plus aller à l'école, c'est homeschooling. Donc, c'est des règles qui, moi, me semblent tellement dingues et révoltantes. Et à la fois, on est en train d'y arriver, en fait, en Europe, petit à petit. Tu vois, l'obligation vaccinale, je ne me fais pas d'illusions. Et donc, si de toute façon, je dois le vacciner, oui, alors les États-Unis, pourquoi pas. Enfin, tu vois. Je pense que si, en fait, en Belgique, on me disait, vous n'êtes pas obligé de le vacciner, vous faites votre choix, vous êtes encore libre de décider pour votre santé. Et qu'aux États-Unis, je savais que c'était obligation vaccinale, masque obligatoire,
je me dirais, peut-être que la Belgique pourrait du coup gagner des points. Ouais. Mais en fait, on va y arriver. Donc au final, si tout le monde doit se faire vacciner, voilà, alors on le fera et on partira probablement. Mais est-ce que c'est les États-Unis? Je ne sais pas parce qu'on en est venu à réfléchir évidemment et à se dire que la Californie c'est ultra cher, vraiment. Et qu'on trouve ça un peu absurde de payer des sommes dans un loyer. Nous, on n'est pas très matérialiste, on n'est pas très attaché vraiment à nos murs, à l'endroit où on vit, on adore être dehors. Et on se disait, mais enfin, c'est quand même dingue, quoi. Tu peux payer des sommes abominables, genre 3 000 euros pour un petit deux chambres qui vend pas du rêve non plus, tu vois. Ouais, c'est Et astronomique, on en effet. est-ce qu'il n'y a pas des coins du monde finalement qu'on n'a pas explorés et qui mériteraient qu'on s'y intéresse? Et donc, en fait, là, on est en train de partir un petit peu pas sur un autre. Disons qu'en attendant la green card, on a envie on a envie de faire quelque chose de ce moment plutôt que d'être juste dans l'attente. Et donc, je pense qu'on va se faire un gros voyage l'été prochain, à partir de l'été prochain. On est en train d'envisager une déscolarisation pendant un an, de partir, de faire 4 destinations différentes, on s'est dit. Genre une en Asie, une en Amérique latine. Enfin voilà, on est en train de mettre ça en place. Donc je pense qu'on va avoir un entre-deux sympa en attendant notre green card. Ouais, cool. Bon, d'office, tu viendras nous raconter ça. Moi, j'adore ce genre d'aventure. Ça me fait rêver. Mais donc du coup, et si vous avez la green card, donc tu disais ça peut tomber aujourd'hui comme dans un an. Du coup là, et quand tu l'as la green card, elle est valable pour toute ta vie et tu peux y aller quand tu veux. Genre si vous décidez un jour d'y aller, en fait c'est dans 20 ans. Non. T'as 6 mois pour la valider. T'as 6 mois pour passer la frontière et aller en gros la faire tamponner, quoi, si tu veux. D'accord. Et à partir de là, je crois que t'as 1 an pour aller t'y installer. Et une fois que tu l'as, tu peux pas rentrer. Tu peux pas quitter le territoire pendant, je sais pas, si tu veux rentrer 1 an en Belgique, tu dois les prévenir, quoi. Okay. Tu peux plus, parce que sinon, ça veut dire que tu l'abandonnes. Si tu préviens pas et que tu rentres en Belgique 3 ans, ça veut dire que tu as abandonné ta green card et que ça t'intéressait pas. Donc oui, ça te cadre un peu dans tes déplacements. Ça veut dire que si on décide de faire une vie là-bas, on fera une vie là-bas. Et si un jour on décide d'arrêter cette vie là-bas, c'est fini. Tu vois, tu pourras pas dire ouais, je la récupérerai plus tard. Ça marche pas comme ça, quoi. Ils te la donnent, mais en gros, tu dois en faire quelque chose, quoi. Et donc, nous, on s'est dit, le jour où ça tombe, voilà, on a 6 mois pour faire un aller-retour pour aller la valider, ça c'est sûr. Et après, on verra ce qu'on a envie d'en faire à ce moment-là. On sait, franchement, je pense qu'on retournera en Californie. Ça me semble assez évident dans nos discussions qu'aux États-Unis, on avait envisagé New York, mais de nouveau, j'en viens à cette idée de météo. Moi, j'ai trop froid. Voilà, on a envisagé la Floride, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'attire moins de ce côté-là. Et donc, je crois que ça sera clairement la Californie. Et donc, dès qu'on l'aura, dès qu'on l'aura, en espérant qu'on l'ait. Si, oui, parce qu'ils peuvent aussi vous la refuser, même si ton dossier est complet, etc. J'ai rentré plus de 400 pages de dossier. C'est-à-dire qu'on te fait retracer à peu près toute ta vie, toutes tes pensées, tout ce que tu as fait, tout ce que tu voudrais faire, tous des résultats. Il faut du résultat, tu vois. Donc, et c'est assez chouette parce que, tu vois, pour revenir à ce que je disais, j'avais l'impression que j'étais périmée un peu sur le marché du travail. Et depuis que je suis rentrée en Belgique, en fait, j'ai fait plein de trucs. Déjà parce que j'aime pas m'ennuyer et que j'avais besoin pour rester éveillée et heureuse de me lancer dans des projets, même si on est en Belgique. Donc j'ai lancé un podcast public, un podcast privé. Mon blog a bien fonctionné, j'ai sorti un livre, j'ai fait plein de trucs. Et en fait tout ça a vachement joué dans mon dossier de green card. Ça a été vachement mis en avant par mon avocate parce que j'ai dû engager une avocate. Tu n'es pas obligée, mais moi je me le sentais pas de faire toute seule. J'ai trop peur d'oublier un papier et que ça te flingue ton dossier. Donc on a payé, c'est à peu près 10 000 euros. Je dirais, sur le budget. Et on s'est dit, on tente le coup, quoi. On va jusqu'au bout de ce projet-là. Et si en fait la green card, c'est non, je suis pas sûre qu'on insistera en demandant encore un visa. Je pense que c'est un rêve qui devait s'arrêter là et on partira sur autre chose, je pense. Ok. Donc c'est on a ouvert grand la porte en se disant, ok, on aura été jusqu'au bout, on n'aura aucun regret. Mais s'ils nous disent non, je suis pas sûre que je vais m'accrocher à tout prix, tu vois. Je pense que les choses doivent se faire ou elles se font pas. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ça va être un oui. Je suis très confiante, étrangement, depuis le début. Je me dis, si on me la donne pas à moi, je vois pas à qui on la donne. Tu vois. Mais si c'est non, je pense qu'on est tout à fait capable de se dire, c'est pas grave, ça sera pas là, ça sera ailleurs. Mais ça sera ailleurs. Ça, c'est sûr. Ouais, ça sera pas en Belgique pour toute la vie, quoi. Ça, par exemple, c'est quelque chose. On va pas rester en Belgique.
Ouais, ok. Et juste un dernier petit point technique sur la green card, du coup, il te la donne à toi. C'est une demande que pour toi que tu as faite et ton mari et ton enfant peuvent suivre parce que c'est ton mari et ton enfant, ou c'est une demande familiale ou Nous, comment on ça a fait marche? une demande familiale, donc ça coûte un Ok. peu plus cher, mais on a tout de suite, tu dois être marié, ça c'est sûr. Ouais. Nous, on est mariés, et ouais, du coup, on l'aura tous les trois. J'ai demandé à mon avocate, même si on divorce un jour, Dan la garde. C'est-à-dire D'accord. que c'est vraiment sa green card, quoi. Ouais, ok. Et Ezra la garde aussi, Et du elle coup. sera la garde aussi, ouais. Ouais, quoi qu'il Ouais. Et arrive. donc, c'est valable 10 ans et tu dois renouveler ton papier un peu comme tu renouvelles ton passeport ou ta carte d'identité après un certain nombre d'années. Mais c'est renouvelable à l'infini. Donc, Oui, c'est ça. C'est pas, il réétudie bon, pas toute ta situation, ce que tu as fait a là-bas, priori, non. etc. C'est juste une mise à jour du papier, quoi. C'est ça. C'est ça. Une fois que tu l'as, quoi. Ok. Bon, bah, enfin, moi, j'avais un petit peu suivi la constitution du dossier, ce que tu en avais dit sur Instagram. Et je Mais pense que tu avais fait un article aussi. Ça a l'air juste monstrueux, ce ouais, mais c'était pas dossier. mal. Ça m'a occupé toutes mes soirées de pandémie. Tu vois, les soirées bien intenses où on pouvait plus sortir de chez nous. En fait, j'en ai fait un truc où j'étais tellement sur mon projet et tellement dans la projection de l'après que c'était hyper motivant. Ouais. Parce qu'au final, mon mari pouvait pas m'aider, tu vois, tu dois replonger dans tes dossiers administratifs qui datent d'il y a 20 ans et tout. Et donc, au final, ça m'a vachement occupée et ça a donné du sens à notre retour. Ok. Bon, bah, écoute, oui. Et donc, il y a un autre truc, je pense, qui a un peu donné du sens à ton retour. Enfin, ça, tu vas nous le dire. Parce que, on l'a compris, tu fourmilles de projets et tu ne t'ennuies jamais, j'ai l'impression. Tu as 1000 idées à la seconde. C'est Il y a un ça. truc, je pense, qui t'a un peu aussi tenu et animé, c'est que tu as écrit un petit guide pour visiter la Belgique en famille, enfin visiter ou genre, du coup, je ne l'ai pas acheté vu que je ne suis plus en Belgique, mais j'aurais été une de tes Ouais. premières clientes si j'habitais toujours en Belgique. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Mais en fait, déjà, tu vois, en Californie, nous, ce qu'on adorait, j'en ai même pas parlé, mais parmi les raisons vraiment, waouh, c'est hyper gai d'aller là avec des enfants parce qu'ils sont kid-friendly à mort, quoi. Tout est Ouais, pensé pour que tu te sentes bien en famille. Tu ne te sens jamais, tu vois, quand tu rentres dans un resto, personne ne te regarde jamais de travers, quoi. ouais. Ils sont hyper open, hyper accueillants, ce qui n'est pas trop le cas en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de trucs vraiment, vraiment kid-friendly. Enfin, il y en a quelques-uns, mais du coup, qui sont pris d'assaut. Et en fait, on a voyagé, vu qu'on pouvait plus sortir à un moment de nos frontières, il fallait que je sorte de chez moi, quoi. Ça devenait un truc de survie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait pas tant que ça notre propre pays. Bon, tu connais, mais tu visites pas. Tu sais que ça existe, mais tu n'y es jamais allé. Et donc, on a repris les bases, quoi. Et donc, on est sorti de chez nous et on a fait plein de trucs enfin, en un an, on a fait des trucs que les gens font en une vie dans leur propre pays. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de trucs sympas à faire en famille. Et donc, j'ai tout compilé. Parce qu'il n'y avait pas, tu vois, j'ai cherché des guides, j'ai été dans les librairies, j'ai regardé sur Amazon, j'ai tout retourné, et il n'y avait pas un truc qui te dit, voilà, en famille, tu peux faire ça, tu peux aller là, tu vois, le petit routard finalement de la famille, t'as pas. Mhm. Et donc, j'ai compilé toutes mes idées parce que j'avais énormément d'échanges avec les gens sur Instagram qui disaient, ah, ça a l'air trop bien, moi aussi, je vais faire ça, mais vas-y, donne-moi des infos. Et donc, je me suis dit, plutôt que de répondre toujours en privé aux gens, je vais tout mettre. Donc, j'ai fait un petit PDF de 40 pages avec 100 activités à faire en famille et qui d'ailleurs devrait déjà être updaté parce qu'il y a plein de nouveaux trucs. Et ça, c'est pas mal. La pandémie a donné envie aux Belges, mais je pense aux Français aussi. Oui, Tout le monde est devenu inventif quand même, tu vois. ouais. Et puis, Les tout le gens. monde a envie un peu de visiter ce qu'il y a près de chez soi, puisque de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Oui, et Donc, puis t'as peur maintenant, tu dois faire des tests PCR dès que tu ouais. sors, machin, tu sais pas les règles, passenger, locator form, enfin tu vois, tu sais jamais, j'étais à Disney hier, j'étais là, ok, c'est quoi les règles? Et donc du coup, oui, c'est plus facile. Donc ouais, ce petit guide a trouvé tout de suite son public, parce que je l'ai sorti en été, et en fait, les gens étaient hyper à la recherche. On a tous passé finalement nos vacances chez nous. Et ouais, ça a bien marché, ça m'a donné envie. J'avais déjà en fait écrit un petit guide de Los Angeles en famille quand j'étais là-bas. Et finalement, en fait, c'est un peu la suite, quoi. Ouais. Si on veut, quoi. Tu vois, c'est pas le même endroit, mais c'est la même idée. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide? Comment tu choisis les activités, ou je sais pas, c'est des hébergements, des activités, et comment tu choisis? Alors, c'est plutôt des activités. Comment je choisis? C'est souvent des trucs, enfin, c'est quasi que des trucs que j'ai testés. Ok. Donc, je ne dis pas que tu vois, c'est pas complet parce qu'il y a forcément des choses que j'ai pas faites, mais j'ai testé vraiment beaucoup de choses ces derniers mois avec mon fils parce que je lui accorde tous mes mercredis après-midi. Donc, en Belgique, tu as école le matin, le mercredi, mais pas l'après-midi. Et donc, moi, je passe un temps fou à écumer tous les lieux possibles et imaginables avec lui.
Et donc, en fait, c'est surtout des lieux que j'ai testés. Donc, c'est des coups de cœur, des gens parfois qui me contactent aussi sur Instagram en disant ah, j'ai vu que vous bougiez beaucoup avec votre enfant. Si vous voulez, j'ai lancé ça. Est-ce que vous voulez venir voir? Donc, il y a aussi des gens qui me proposent et qui me donnent des idées. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, je vais dans un logement. J'ai pas repris les logements. Il y en a pas tant que ça, en fait. Je trouve Kid Friendly en Belgique, pas en tout cas qui mérite un guide, ça méritera plutôt un petit article sur le blog. Je suis en train de le faire et ce soir, je vais tester un hébergement hyper Kid Friendly avec des toboggans pour circuler entre les chambres et tout. Je suis trop emballée. Donc voilà, je reste vraiment à l'affût des petites choses qui peuvent mettre de la joie dans ton quotidien familial, quoi. Parce que c'est dur. Et t'es vite pris par le rythme de l'école, des obligations, de ce qu'on te dit, voilà ce qu'il faut faire pour bien faire. Donc, tu rentres de l'école, tu fais à manger, tu fais les devoirs, tu refais à manger, enfin, tu donnes un goûter, tu fais les devoirs, tu donnes à manger, tu vas dormir. Et en fait, ce rythme-là... T'as oublié la douche. Ouais, mais moi, alors, sache que je skip. Hein. Moi, je suis pas du tout du genre à donner un petit bain tous les jours. Je donne un bain quand on a le temps, quand on est cool et tout, et qu'il est sale. Voilà. Mais moi, non, je suis un peu de la même team. Mais clairement, oui, il y a ce côté, il faut baigner l'enfant tous les jours. Moi, c'est un truc. Okay. Enfin, c'est pas que c'est une perte de temps, mais bon, voilà. Et donc, tu es vite pris dans ce flot qui n'en finit jamais. Et je trouve que c'est important de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est quoi? Le resto, là, au bout de ma rue, il a une super aire de jeu pour les enfants. Pourquoi on n'y va pas un jeudi en pleine semaine? Enfin, tu vois, il va rien arriver de grave si on le fait, quoi. En gros, l'idée, c'était ça. C'était genre, allez-y, quoi. Oser sortir un petit peu de cette routine. En plus, en restant dans votre pays, c'est pas loin, tu vois. Donc, ça ne nécessite pas une réflexion de fou. C'est assez facile à mettre en place et donc du coup, et c'est rassurant, tu vois, vu que c'est chez toi, c'est dans ton pays. Et en fait, ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, grâce à ton petit guide, à tes idées et à la façon dont tu partages sur les réseaux sociaux, et je le dis en toute humilité, hein, je n'ai pas l'impression d'avoir révolutionné quelque chose, les gens, ça leur a donné confiance et ils se disent, ouais, pourquoi pas en fait. Et je suis trop contente, moi, quand les gens me disent ça. Ben ouais, carrément. Mais c'est vrai, hein, la façon dont tu partages sur les réseaux sociaux, honnêtement, c'est très spontané. Et donc, voilà, c'est simple, c'est pas loin de chez vous, allez-y, en fait. Enfin, c'est vrai, pourquoi on se met tout un tas de barrières et qu'on remplit les soirées de beaucoup de choses. Ouais, exactement. Donc, bon, c'est un peu aussi l'image, enfin, pas l'image, l'idée qu'on veut véhiculer sur le blog, hein, c'est faire le tour du monde, c'est merveilleux, il y a plein de choses à découvrir, mais en fait, osez juste sortir de chez vous. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de temps, il y a juste besoin d'être un petit peu curieux et puis de se dire, allez, on y va, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Et tu te rends vite compte aussi, je trouve, quand tu voyages en famille, que les problèmes que tu as dans ton quotidien, vraiment quand tu n'es pas dans cette idée de voyage, que tu vois parfois comme des montagnes, tu te dis oh mon Dieu, comment je vais faire? Et en fait, quand tu es en voyage, tu as plein de problèmes. Tu as tout le temps des couacs d'organisation, toujours tout qui ne se passe absolument pas comme tu as prévu. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est pas un problème. Et une fois que tu acceptes la vague, en fait, c'est vraiment moi ce que j'ai fait depuis qu'on est rentré. On s'est dit en montant dans l'avion, en quittant la Californie pour la Belgique, ok, la vague, on peut rien faire contre. On est en train de se la prendre en pleine tronche. Donc, soit tu luttes. Et en fait, tu es noyé, tu bois la tasse et t'en peux plus, et tu luttes et tu te fatigues. Soit tu dis, OK, on va prendre le flow comme il est, quoi. Donc, je ne sais pas surfer, mais c'est un peu l'idée. Tu montes sur ta planche et t'accompagnes qui va s'écraser sur la plage, quoi. J'allais dire petit cours de surf en ligne. Et du coup, voilà, le guide de la Belgique en famille. OK, on est en Belgique. Moi, j'aime bien sortir de chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je vais faire ça et ça me motive, quoi. Tu sais quoi, Ezra, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Je vais voir si ça vaut la peine d'être dans mon guide. Viens, on va voir, quoi. Et du coup, moi aussi, ça m'a stimulé. Moi, je fais des projets qui me stimulent en espérant stimuler les autres, finalement. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, Ezra, de tout ça? Il est toujours partant pour tester les activités, tout ça? Ezra, il se réveille le matin en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, Ezra, non, il adore, évidemment. Tu vois, là, avec toute cette histoire de port du masque et tout, on était toutes dans une discussion de. T'as envie de le garder un peu près de toi pour lui épargner. Jusqu'ici, on avait réussi à l'épargner parce qu'il avait pas encore 6 ans. Et là, tu te dis, oh, j'ai encore envie de le garder sous mon aile et de le prendre contre mon cœur et d'entretenir cette petite naïveté. Et du coup, je lui ai dit, ouais, t'aimerais bien rester à la maison avec maman et que maman te fasse l'école à la maison. Alors, c'est pas du tout mes projets de base. Hein. Et alors, il m'a dit, ouais, ce serait trop bien, ce serait plein de trucs. Tu vois, le gars, il sait, quoi. Il se dit, ok, ouais, non, d'office, ma mère, elle est incapable de rester assise pendant toute une journée. Donc, d'office, on va bouger, quoi. Et donc, en fait, tout le temps, plein de trucs. Et il est tout le temps hyper partant. Et maintenant, c'est chouette parce qu'on arrive à un âge où, en plus, il est reconnaissant. Ouais. Il se dit qu'il a de la chance. Tu vois, parfois, je fais des trucs avec lui et il dit, ouais, toutes les mamans, elles font pas ça, hein. Tu vois, et quand il te dit ça, tu te dis, oh, c'est génial, quoi. Enfin, je m'en fous du regard qu'on a sur moi, mais le regard de mon fils, évidemment, tu te dis, mais c'est génial. Il se dit que je suis vraiment cool, quoi. Donc, ouais. Donc, il est toujours partant, toujours.
Génial. Mais tu sais, à 6 ans, tous les enfants ne sont pas reconnaissants comme ça. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je suis hyper Ouais, contente. ouais. Tu vois, là, on l'a emmené à Disneyland un lundi pour son anniversaire. Alors moi, de nouveau, j'avais cette petite voix qui me disait, Déborah, c'est pas bien, tu vas te faire gronder, ça va retomber sur lui à l'école, ah là Il a là. raté un jour d'école. Ouais, mais voilà, parce qu'on te dit que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire ça le samedi, dimanche. Mais moi, voilà, déjà, il y avait plus de place. Et puis, je voulais aller juste avant ses 6 ans pour lui éviter le petit port du masque dans le parc. Et on a été hier et c'était génial. Et il nous a réveillés le matin. Donc, on a été dimanche soir à l'hôtel à Marne-la-Vallée et on lui a dit en arrivant, ben voilà, en fait, on va à Disneyland demain. Et il s'est réveillé le matin à 7h du matin et il nous a dit, oh, je vous aime. Tu vois, il a été tellement content. Et donc, on se dit que oui, ben, on l'a éveillé, on l'a rendu curieux, il a toujours envie d'en savoir plus. Il a envie de repartir aux États-Unis, mais quand on lui dit, et si c'est pas les États-Unis et qu'on part en voyage, ouais, ok, tu vois, il fait ses plans avec nous, quoi. On l'inclut. Ouais. En fait, je pense que c'est ça. On l'inclut toujours dans ce qu'on fait. On ne Ouais. l'isole pas et on ne lui annonce pas le truc à la dernière minute. On lui dit, ok, voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que t'en penses, quoi. Ouais, je pense que c'est hyper important et c'est d'ailleurs un truc que je voulais te demander tout à l'heure et j'ai oublié. Donc Ezra a vécu plus de temps aux États-Unis qu'en Belgique ou ailleurs. Est-ce qu'il se sent est-ce qu'il se sent américain? Est-ce qu'il se sent belge? Est-ce qu'il se sent quelque chose à 6 ans? Non, c'est un peu compliqué. Ezra ne se sent, je crois, rien. Enfin, c'est assez particulier, mais Ezra n'est chez lui nulle part, comme nous, et à la fois, il est chez lui partout. Ouais. Et je m'en rends compte vraiment, parce qu'il a changé d'école tous les ans. Hein. Ça n'était pas un but dans ma vie, mais c'est finalement comme ça que ça se passe. Donc là, à la rentrée, en mois de septembre, je l'ai déposé devant sa nouvelle école. Parce que l'école privée, elle était très bien, mais elle était vraiment très très chère. On ne savait pas faire ça sur du long terme. Et vu qu'on pensait repartir aux États-Unis, qu'on n'est pas reparti, on s'est dit OK, plan B. Donc on a fait là, on était au plan Z, je crois. Et donc on le dépose dans la nouvelle école. Et j'étais un peu inquiète. Je me dis bon, je lui dis quoi, je fais ça va aller, te faire des copains et tout. Bah dit bah ouais, je fais comme d'habitude, je vais me faire des nouveaux copains et puis voilà quoi. Je me suis dit OK. En fait, il n'est pas du tout inquiet. La maison dans laquelle on est, il l'appelle la maison dans laquelle on reste un an. Tu vois, c'est horrible. Enfin, c'est horrible, à la fois ça me fait rire. Mais non, il est attaché. Enfin, il aime bien ses jouets, ça quand même. Et c'est pour ça qu'on a toujours le garage en Californie, parce qu'on est parti et on lui a dit, on te promet que tu retrouveras tes jouets. Donc, il est hors de question que j'arrête, tu vois, à distance ce garage et qu'on balance tout à la poubelle. Même s'il jouera plus avec parce qu'il est trop grand maintenant. On lui a promis et ça, je tiens ma promesse. Et donc, il est attaché, genre, si tu lui dis qu'il peut prendre ses petits Lego Mario Bros avec, ça lui va, peu importe où on va, je crois. Ouais, ok. Tant qu'il est avec vous. Ouais, on dit toujours notre credo, c'est l'important, c'est l'amour. Mais c'est vrai, vous avez raison. Quoi. Peu importe où on est, parfois ils s'emballent, ouais, j'ai pas ça, et mes copains, bah oui, mais bon, tes copains, ils vivent ici depuis longtemps, ils restent ici, nous on sait qu'on va repartir, donc tu comprends, on va pas acheter ça, c'est un peu bête, on va pas savoir quoi en faire, tu vois, on a des discussions comme ça avec lui. Et puis je lui dis, puis c'est quoi l'important? Ouais, c'est l'amour. Tu vois? Maintenant, il se sent, il a envie de retourner au soleil, il a envie de retrouver sa piscine après l'école et il avait droit à une glace en rentrant de l'école et je t'avoue que ça lui manque très fort. Oui, les enfants s'attachent à des petites choses trop mignonnes. Pourquoi je peux pas avoir une glace en Belgique tous les jours? Ben, je sais pas, parce que ça caille, quoi. Tu vois, c'est pas le même plaisir. Donc oui, non, il est à la fois là-bas, il est à la fois ici. En fait, il est là où on est. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est un citoyen du monde, quoi. Un enfant du monde. C'est ça. Ok, bon bah écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on papote. Du coup, là, vos projets, pour conclure un petit peu cet épisode, donc je dois dire que là, tu nous as trouvé déjà une belle maxime de fin. L'important, c'est l'amour, peu importe où on est. J'adore, surtout, j'imagine, trop dans la bouche d'un petit garçon de 6 ans. Ça va faire fondre. Et du coup, là, vos projets, alors, à court terme, est-ce que vous avez, donc tu nous as dit peut-être à partir de l'été prochain, une grande aventure. Avant ça, est-ce que vous allez continuer à explorer un petit peu la Belgique ou l'Europe Alors là, on est vraiment... donc moi, j'avais besoin de récupérer de la liberté. Donc je n'ai plus pour la première fois en 18 ans, je ne suis plus employée dans une entreprise. La première fois que ça m'arrive, j'ai du temps. Enfin, c'est pas vrai. J'ai pas beaucoup de temps parce que je fais plein de trucs. Mais c'est mon temps. J'en fais ce que je veux. C'est le stress que j'ai, c'est le mien. Enfin, tu vois, c'est moi qui me le mets toute seule. Il n'y a plus personne qui m'oblige à m'en mettre. Et donc, j'explore cette liberté et du coup, ça nous donne envie, des vraies envies d'en profiter, de se dire, voilà, on aura peut-être ça qu'une fois dans notre vie, cette fenêtre de tir. Et effectivement, la Californie, on adore, on kiffe, on a hyper envie d'y repartir, mais on se dit peut-être qu'il y a d'autres destinations. Et en fait, on ne le saura jamais si on retourne direct en Californie.
Et peut-être qu'on se posera toujours la question de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ailleurs? Pas forcément mieux, tu vois, mais peut-être un truc qui, à un autre moment de notre vie, nous correspondrait mieux. C'est gai de se dire, on peut explorer ça. Et vu que mon mari est toujours, comme je le disais au début, franchement, j'ai une chance de dingue. Il ne lutte jamais. Il est toujours partant pour tout. Ça ne veut pas dire que c'est un suiveur, mais il est toujours, OK, c'est vrai, c'est une bonne idée. Comment on fait? Comment on met ça en place? Tu vois, proactif et à la fois hyper open, quoi. Il est jamais attaché. Tu vois, quand je lui dis, ouais, et toi, par rapport à ton boulot, là, que tu as actuellement, il dit, ouais, je sais pas, on verra. Tu vois, pas du tout inquiet. Dan n'est jamais inquiet, vraiment. Et donc, on s'est dit qu'on allait se faire un grand voyage. Alors, c'est encore un peu flou. J'ai envie de dire aux gens, restez sur Instagram pour en savoir plus, parce que moi, je ne sais pas encore exactement. Mais on est en train de, là, on s'est dit que sur la fin de l'année, on a 2 semaines de congé tous ensemble et qu'on allait vraiment se poser et fixer, OK, quand est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on part? Combien de temps on part? Et la grande question, c'est est-ce qu'on part en travaillant, en essayant d'avoir un job, tu vois, à distance, en essayant de continuer à rentrer de l'argent, en faisant école à la maison, un truc finalement assez cadré, ou est-ce qu'on se dit, on se fait une année sabbatique et on fout rien, on voyage, on se laisse porter, on chill. Ça, c'est vraiment la grande question. Parce que du coup, est-ce qu'on claque toutes nos économies ou est-ce qu'on essaye de se dire qu'on les garde pour autre chose? Donc ça, c'est vraiment la grosse interrogation et on est... voilà, on a plein d'idées par rapport à ça et donc j'en parlerai quand je saurai. Ouais. Non, mais c'est ce genre de projet, c'est merveilleux. Ça remplit, ça anime, ça, franchement, c'est extraordinaire de se poser toutes ces questions. Et encore une fois, c'est beaucoup de liberté. Ça peut être effrayant et excitant à la fois. Vous avez le monde qui vous attend, en fait. Oui, et en fait, il y a un truc assez particulier, c'est, tu vois, avec cette histoire de coronavirus, moi, j'ai plus mis les pieds dans un avion, finalement, depuis le jour où on est descendu de l'avion qui nous ramenait de Californie. Déjà, ça me manque, vraiment, d'aller loin. Mais il y a un côté, en fait, le coronavirus, on va devoir apprendre à vivre avec. Je pense qu'on a tous compris ça. Et que donc, ici ou ailleurs, ça change plus grand-chose. Tu connais les règles, tu sais à quoi tu dois faire attention. Et donc, on s'est dit, ça nous a empêché de voyager, on a attendu de voir. Au final, ça ne disparaît pas. Donc maintenant, que tu sois ici aux États-Unis, au Guatemala, si tu as une bonne assurance santé, c'est ton choix finalement de santé, de te faire traiter ailleurs, dans un autre hôpital. Voilà, mais chaque pays a ses avantages et inconvénients par rapport à tout ce qui est système de santé. Donc ça nous fait moins peur que quand ça a commencé vraiment et qu'on est rentré finalement pour cette raison-là. Et à la fois, je me dis cette liberté, franchement, est-ce que ça m'arrivera une deuxième fois d'avoir ce moment dans ma vie? J'ai 36 ans, je suis en pleine forme, mon mec aussi, mon fils est maintenant assez grand, même si ça n'a jamais été un problème de voyager avec lui petit, mais maintenant il est assez grand pour en avoir des souvenirs, parce que c'est triste, mais la Californie, il y a des trucs qu'il ne se souvient pas du tout, on a fait des road trips dingues, il n'a aucun souvenir. Donc on doit tout recommencer, je ne sais pas si tu imagines, on doit refaire tous nos road trips. Et là, je me dis, il en aura des souvenirs et il sera vraiment acteur de ce voyage aussi. Donc non, je suis hyper... Et on va devoir tout remettre à zéro. Et ça, c'est assez étonnant, surprenant. Je m'y attendais pas, mais j'ai de nouveau une boule au ventre que j'avais plus avant quand je voyageais. Mais je me rends compte qu'on s'est réinstallé dans un petit quotidien confortable, avec plein de codes qu'on connaît, vu qu'on est né ici, dans une petite maison bien proprette. Tous nos copains nous disent « Ah, c'est génial, vous habitez, vous allez rester ailleurs. » Non, vous allez rester alors. T'es là, non. On s'est enfin installé, on a mis des trucs au mur, mais on a toujours la volonté de partir. Et en fait, c'est confortable et c'est sécurisant. Et en fait, on va devoir remettre toutes les cartes en jeu. Et c'est un choix de notre part, tu vois. On va se remettre en danger. Et rien que de t'en parler, j'ai des guilis dans le ventre, quoi, vraiment. Parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on fait ça? En fait, je crois qu'on cherche juste à être heureux. Et nous, c'est notre façon de l'être, quoi. On a besoin de bouger, on a besoin de voir du pays. Et donc, on va repartir. Écoute, Déborah, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous suivrai, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et puis tu pourras revenir sur le podcast de Parents Voyageurs pour nous parler de tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Costa Rica. Mais oui, oh là là. Bon, peut-être qu'on fera l'interview sur place. Hein. Je viendrai. Ouais. Faisons ça au soleil. Voilà, je pense que c'est pas mal. Bon, rendez-vous au Costa Rica ou ailleurs très bientôt. Et vraiment, un grand merci pour tout ce partage, ta simplicité et ta sincérité dans tout ce que vous avez vécu là ces derniers mois, ces dernières années. C'était hyper intéressant. Et donc voilà, je te dis à bientôt et un grand merci. Merci, salut. Salut. Encore un grand merci à Déborah pour le temps qu'elle m'a accordé et pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu
autant qu'à moi. En tout cas, je voulais juste vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous en cette période un petit peu délicate. Moi, je vous retrouve en janvier avec un nouvel épisode avec Audrey de la Family Club Exchange en plein préparatif de leur grand voyage. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast, un petit commentaire, tout ce que vous pouvez faire pour nous aider à nous faire connaître et à faire découvrir ce podcast au plus de gens possible. Et bien sûr, notre cagnotte Tipeee est toujours disponible, donc n'hésitez pas. Merci à tous et encore très bonne fête de fin d'année.